plus saisissant. Après, Quels sont les ordres de la première armée? Procès Simeoni, comment la Corse suit les débats? Arrêt des combats au Liban, 24 heures après l'avertissement soviétique. La Commission européenne sanctionne durement un groupe pharmaceutique, le point de vue de Guy Thomas. Georges Marchais s'adresse ce soir aux chrétiens. Marx et Jésus peuvent-ils cohabiter? C'est le dossier de ce journal. Bonsoir. Sur Antenne 2, la polémique sur la défense nationale a rebondi. Hier soir, dans le magazine C'est-à-dire, deux premiers ministres gaullistes ont attaqué ce qui leur semble les nouvelles orientations de la politique française de défense. Pour M. Michel Debré et M. Pierre Messmer, la politique pure et dure du général de Gaulle est en péril. Ils craignent la subordination de la France à l'OTAN. M. Messmer, ancien ministre des Armées du général, est allé plus loin. Il a posé publiquement au gouvernement une question qui nous semble bien mystérieuse, mais elle relève de la politique de la défense à son niveau le plus élevé. Je m'adresserai au chef d'état-major des armées et je lui dirai, est-ce que, oui ou non, vous avez maintenu l'instruction donnée par le général de Gaulle au général commandant la première armée française? Ce qui est à la limite d'une grande information militaire, si je l'ai compris. Et selon la réponse, je dirais, eh bien, oui ou non, il y a eu changement de stratégie. Bon. Eh bien, l'arrêt de Bourges n'a pas tardé. Le ministre de la Défense regrette qu'il ait pu être traité publiquement des questions qui relèvent du secret de la défense nationale. Il n'y a pas d'instruction personnelle et secrète du général de Gaulle au commandement de la première armée, créée le 1er août 69. Seules des directives du chef d'état-major des armées ont été notifiées en 67 au commandant en chef des forces françaises en Allemagne. Elles n'ont pas encore été rapportées. Voilà donc encore un cactus dans le jardin de Valéry Giscard d'Estaing. Qu'un ministre UDR réponde aussi sèchement, aussi strictement à l'un de ses prédécesseurs, également UDR, c'est déjà un événement. Que Pierre Messmer, d'ordinaire si discipliné, militaire au fond de l'âme, se laisse aller à des indiscrétions, c'est bien qu'il y a un problème. Le problème, c'est de savoir jusqu'où la France s'engagera dans l'Alliance Atlantique en cas de conflit. La fameuse instruction secrète du général de Gaulle était très restrictive. Ne livrons pas forcément une bataille que nous n'avons aucune chance de remporter. Autrement dit, ne nous sentons pas obligés de jouer le jeu de l'Alliance Atlantique. Pierre Messmer veut savoir si l'ambiguïté demeure et si la France n'a pas pris d'engagement plus précis auprès de l'OTAN. Les propos récents du général Méry l'ont intrigué et même inquiété. Et s'il se polarise autour de la première armée, c'est que cette première armée est équipée de fusées Pluton, ces fusées que Valéry Giscard d'Estaing va à nouveau caresser du regard dimanche au camp de Mailly. C'est d'abord une fusée montée sur un char d'assaut. Puis de plus près, c'est autre chose. Une arme ultramoderne avec ordinateur, radar et même un système de sécurité qui interdit l'explosion si la trajectoire n'est pas celle prévue au départ. Et il y a de quoi. Car ici, l'explosif, c'est une bombe atomique équivalente à celle d'Hiroshima. La portée du Pluton est de 120 km au maximum. Il est donc normal de prendre ses précautions, car le tireur risque aussi de souffrir des retombées du champignon atomique. Du coup, le Pluton est considéré par certains comme une arme de dissuasion et les régiments de l'armée de terre, qui disposent d'une vingtaine de ces engins, ne peuvent pas les mettre à feu sans un ordre du président de la République. Le plan actuel prévoit d'en accroître le nombre, mais dissuasion oblige, on ne sait pas exactement de combien. Les plus-values suite ont parlé de crise la semaine dernière, puis il y a eu Brégançon. Il semble, après la reprise des débats à l'Assemblée nationale hier, que les députés ont mis une sourdine. Surtout du côté de l'UDR, M. Olivier Guichard a appelé d'ailleurs à l'unité. Aujourd'hui, on marchande les amendements. On s'achemine vers un compromis. La guerre de tranchées que certains reprochaient au président Faure d'attiser semble terminée. Il ne faudrait pas un seul qui m'adresse. Je ne sais pas si tout à l'heure nous pourrons écouter le président Edgar Faure. Oui, je pense. C'est pas sûr.
Bien, j'ai reçu il y a quelques instants un coup de téléphone de l'Assemblée nationale de Daniel Brême qui reportait, qui me donnait les paroles de M. Claude Labbé, le président du groupe UDR. Je vous les livre. Le gouvernement a fait un pas important dans la voie de la concertation. C'est un tournant et par 303 voix contre 0, les députés viennent de voter une partie d'un article, d'un amendement donc, qui définit les conditions de la spéculation pour l'application des plus-values à la vente des immeubles. Vous permettez, je vais voir si on peut écouter le président Edgar Faure. Bien, on l'écoute dans quelques secondes. Rencontrer un seul député, je pense qu'on n'en trouverait pas un seul qui m'adresse ce grief. Je n'ai pas rencontré un seul journaliste parlementaire, je parle des vrais journalistes parlementaires qui émettent cette opinion, donc je ne la considère pas comme valable. Donc, à votre avis, le débat suit un cours normal malgré toutes les suspensions de séance, les incidents, la confusion? Ce n'est jamais le président qui demande les suspensions de séance, n'est-ce pas? Elles sont de droit quand elles sont demandées par les groupes. J'ai présidé à la suite 4 séances. Pendant ces 4 séances, nous avons beaucoup avancé. Nous avons réglé un problème considérable, celui de l'impôt sur le capital. Il y avait plusieurs amendements, plusieurs orateurs. L'Assemblée a voté. Nous avons réglé d'autres problèmes. Nous avons voté l'article 2, qui était l'article essentiel du projet. Voilà tout ce que je puis vous dire. Donc, est-ce que compte tenu de tous les retards qui ont été pris, il ne faudra pas une session spéciale? Les sessions extraordinaires sont décidées par le président de la République. Ce n'est donc pas à moi de dire s'il en faudra une ou non. Ce projet peut avoir une importance, un réel intérêt, surtout si on arrive à en faire vraiment un texte qui soit bien. Mais je ne vois pas qu'il soit nécessaire du jour au lendemain, n'est-ce pas? La France ne s'arrête pas de vivre parce que ce projet n'a pas été voté. Donc il faut prendre le temps nécessaire pour l'étudier et pour le voter. À la Cour de sûreté de l'État, on attendait beaucoup les réponses de M. Michel Poniatowski au questionnaire de la Défense que le président David devait soumettre au ministre de l'Intérieur. On devrait demain connaître les éventuelles réponses du ministre. Cet après-midi, encore une fois, un incident assez vif a opposé la Défense à l'avocat général à propos d'un témoignage de dernière minute. Il mettait en cause le sous-préfet Guérin et le ministre de l'Intérieur sur l'opportunité de l'assaut. C'est maintenant les dernières phases du procès des autonomistes corses. Depuis plusieurs semaines, sur place, les Corses le suivent avec passion. C'est bon, ça dit. De la Corse. Chaque soir, au siège de l'APC, Action Patriote Corse, les militants reçoivent par téléphone le compte-rendu des débats communiqués par l'un des avocats du docteur Simeoni. Chaque soir, ces nouvelles sont renvoyées dans toute l'île. C'est toute une information parallèle qui est ainsi organisée. Si, en Corse du Sud, à Ajaccio, on semble moins attentif au procès, en Haute-Corse, dans bien des petits villages, on attend les tracts ou les appels quotidiens de Bastia. Car les militants autonomistes ne se satisfont pas, loin de là, des circuits traditionnels de l'information. Quand on nous parle des artichauts de Bretagne, on nous en parle longuement. Et quand on nous parle des viticulteurs du Midi, j'en suis d'ailleurs ravi, on nous expose leurs problèmes longuement. Alors je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas des problèmes corses longuement, c'est tout. Alors que ce procès-là met quand même en cause, si l'on en croit l'accusation, l'intégrité du territoire national, et en tout cas pour nous, met en cause l'existence du peuple corse. C'est quelque chose de très important, c'est un grand problème national et même international, puisque l'affaire d'Aller a eu un retentissement mondial. On ne parle pas de ce procès comme on devrait en parler, et tous les Corses en sont absolument certains, parce que quand ils tournent le bouton de la télévision, ils n'entendent rien, ou très peu de choses. De ce long procès, parfois difficile à suivre, à Paris pourtant les informations ont été largement diffusées. Malgré cela, en Corse, c'est toujours ce sentiment d'incompréhension, surtout chez les jeunes et les personnes qui s'étaient engagées bien avant à Aléria aux côtés d'Edmond Simeoni. Mais il ne faut pas se cacher des limites de ces réactions. À Bastia, c'est vrai. Ailleurs, les commentaires ressemblent souvent à un jeu.
On parie, on avance des chiffres, 5 ans, 10 ans pour le verdict, en souhaitant bien sûr que ce jeu fasse perdre tous les parieurs. C'est parce qu'ils espèrent toujours un acquittement que chaque soir de Bastia, une dizaine de Corses se transforment en messagers. Au Liban, sur le terrain, les combats semblent être moins meurtriers depuis qu'un accord de cessez-le-feu est intervenu entre la Syrie et les Palestiniens. Mais ce qui aujourd'hui, dans le conflit, reste le fait le plus marquant, c'est la mise en garde hier de Moscou vis-à-vis des États-Unis et de la France et les critiques à l'égard de l'intervention syrienne. Surtout si l'on se souvient que M. Kosygin était à Damas quand les troupes syriennes ont pénétré au Liban. Des contacts sont pris par la Ligue arabe concernant la formation de cette force arabe symbolique de sécurité. Une nuit blanche, 8 heures de tractation, c'est le temps qu'il a fallu aux représentants des 20 pays membres de la Ligue pour mettre au point un compromis. Un contingent interarabe du type casque bleu sera donc envoyé au Liban, mission séparer les belligérants, parvenir à un véritable cessez-le-feu. Pays fournisseurs de ce corps expéditionnaire, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Libye et le Soudan. De plus, la Syrie et les Palestiniens, aujourd'hui face à face sur le terrain, sont invités à se joindre à la force de paix. Au lendemain de la mise en garde soviétique, c'est un premier effort des Arabes pour essayer de régler le conflit libanais en famille. Les Syriens ont compris que M. Kosygin, leur allié, ne leur laissait plus le champ libre au Liban. Le jour J de l'intervention syrienne, M. Kosygin se trouvait en visite à Damas et déjà il s'était montré réservé, pour ne pas dire hostile. Car les Palestiniens qui combattent aujourd'hui les chars du général Assad sont eux aussi des amis de Moscou. Et ils pensent qu'en faisant la grosse voix, l'URSS a brisé net l'élan syrien. Depuis hier, les positions sont d'ailleurs gelées au Liban, où une trêve est observée. Damas aurait néanmoins acheminé des renforts en prévision d'une reprise éventuelle des hostilités. Aux États-Unis, c'est la fin du premier acte. Les élections primaires sont terminées. Alors qu'en est-il? Eh bien, dans le camp républicain, après 15 semaines de campagne, Gerald Ford n'a pas éliminé son rival Ronald Reagan et l'incertitude demeure. Chez les démocrates, Jimmy Carter, aujourd'hui, est assuré au moins de participer à la course à la Maison-Blanche. Pour parler à l'américaine, le challenger, c'est Jimmy Carter. Il est le candidat démocrate et désormais le mieux placé pour réunir autour de son nom la majorité des suffrages. Cela se passera le 12 juillet à New York au cours de la convention. Pour être désigné comme porte-drapeau de son parti et candidat à la présidence, il faudra que Carter obtienne, selon la règle, 1505 voix. À ce jour, Carter a glané 1118 voix des délégués après la campagne des primaires. Et depuis ce matin, il peut compter sur les voix de Wallace, sudiste comme lui, des sénateurs Jackson et Church, et aussi sur celles de Humphrey. Le total dépasse largement les 1505 voix requises. Dans le camp républicain, en revanche, incertitude totale. Les chiffres débouchent sur l'impasse et la division du camp républicain qui devra choisir son représentant le 16 août à Kansas City à l'issue de la convention. Aujourd'hui, ces chiffres donnent l'avantage à Gerald Ford avec 103 voix d'avance sur Ronald Reagan. Le candidat républicain doit obtenir 1130 voix pour être désigné par son parti. Reagan, pour convaincre, n'hésite pas à faire appel aux sentiments les plus conservateurs du pays pour progresser, et Ford, président sortant mais jamais élu, sera demain dans le Missouri pour persuader les 19 délégués de cet État, pourtant favorables à Reagan, que les meilleurs porte-drapeaux républicains, c'est lui. La Commission du marché commun vient de donner un avertissement sérieux aux compagnies multinationales. Un groupe pharmaceutique suisse devra payer 170 millions de centimes d'amende. La société Hoffmann-La Roche avait failli aux règles de la concurrence contenues dans le traité de Rome. Elle avait en effet conclu des rabais de fidélité avec 23 de ses principaux clients, ce qui manifestement troublait le libre jeu du marché. Hoffmann-La Roche, dont le siège est à Bâle, c'est un chiffre d'affaires qui approche 10 milliards de nos francs. Aussi, cette amende ne risque pas de mettre en difficulté le premier groupe pharmaceutique mondial. Par contre, elle met au premier rang de l'actualité une entreprise connue pour son goût du secret. Et il y a des précédents. Récemment, le gouvernement danois a imposé à Hoffmann-La Roche une baisse des prix de ses médicaments. Les bénéfices étaient jugés trop importants. La même affaire s'est produite en France pour 2 médicaments, le Valium et le Librium. Le montant de l'amende
semble être un compromis. En relation au contenu des contrats, elle est très haute. En relation au tapage autour de toute l'affaire, elle est minime. À l'origine de cette affaire, un ancien employé de la firme Hoffmann-La Roche. C'est lui qui remet à la commission des obstacles à la concurrence de Bruxelles des documents de nature interne qui vont aboutir à cette condamnation. Les documents incriminés, des contrats de livraison de vitamines à caractère exclusif. En échange de cette exclusivité, les clients se voyaient octroyer un rabais de fidélité. Résultat, les acheteurs utilisant les vitamines comme matière première, en général dans la fabrication de produits alimentaires, ne s'adressaient plus à la concurrence. Sur ce marché des vitamines, Roche détient une position dominante, étant de loin le plus grand producteur mondial pour la presque totalité de la gamme des vitamines. Cette affaire est ancienne puisque déjà en septembre 1975, Hoffmann-La Roche avait réfuté les accusations de la communauté européenne. Depuis cette date pourtant, la firme suisse a annulé tous les contrats d'exclusivité qui lui valent cette condamnation aujourd'hui. Des laboratoires pharmaceutiques fabriquent un même produit de base qui entre dans de nombreux médicaments. L'un de ces laboratoires est beaucoup plus puissant que l'autre, que les autres. Il a des filiales dans le monde entier. Il fait pression sur ses clients pour qu'ils achètent chez lui et seulement chez lui ce produit de base. C'est un abus de position dominante. Nous venons d'en voir un exemple. 5 compagnies pétrolières décident de se partager le marché des collectivités publiques d'une région. Elles s'entendent pour ne jamais faire de proposition de prix inférieure à un niveau qu'elles ont ensemble fixé. C'est une entente abusive. 3 producteurs d'acier, l'un luxembourgeois, les 2 autres allemands, se mettent d'accord pour moduler leur production de telle façon que la demande soit toujours supérieure à l'offre et qu'ainsi les prix restent au plus haut. C'est un cartel. Dans ces 3 cas, d'une actualité brûlante, il s'agit de fausser le marché, de le dominer pour en tirer les profits les plus élevés. Les résultats sont les suivants. Si vous êtes malade, vous paierez vos médicaments 30% plus cher. Si vous êtes locataire d'un HLM, par exemple, vous paierez des charges de chauffage trop élevées parce que le prix du fioul aura été abusivement majoré. Vos impôts locaux seront augmentés parce que la facture du nouveau gymnase, commandé par votre municipalité, aura subi des hausses anormales affectant les poutrelles d'acier. Dans ces 3 cas, vous le remarquerez, ce sont des secteurs vitaux qui sont mis en coupe réglée. Dès lors, il s'agit d'un combat entre l'intérêt public et des intérêts privés. Attachés à leur mode de vie, les Américains ont compris que les ententes et les cartels entraîneraient la mort du libéralisme économique. C'est pourquoi ils les combattent. L'affaire Hoffmann-La Roche démontre que l'Europe, à son tour, se réveille, mais il est peut-être bien tard. La grève des magistrats, c'est un échec, dit le ministère de la Justice. Il faut avouer que ce mouvement de grève, déclenché par le syndicat de la magistrature pour protester contre les mesures disciplinaires à l'encontre du juge du substitut Secaldi, a été très peu suivi en France. À 1 ou 2 exceptions près, tous les palais de justice ont fonctionné normalement. Pour financer le déficit du budget, Jean-Pierre Fourcade annonce le lancement d'un emprunt à long terme de 2,5 milliards. Date d'émission, le 22 juin prochain. Caractéristiques essentielles, un taux de 10% et une durée de 15 ans. Manifestation des ouvriers du Parisien libéré avant le départ des marcheurs de Paris-Strasbourg aujourd'hui. Un fait prévisible, l'épreuve est organisée par l'équipe et le Parisien libéré. Prévisible aussi l'intervention musclée de la police. Quelques minutes plus tard, les concurrents ont filé droit quand même pour accomplir leur longue marche, plus de 500 km. Opération réussie pour Rocheteau, le footballeur vedette de Saint-Étienne. Il est resté plus de 3 heures sur la table d'opération du docteur Tria, spécialiste des accidents musculaires. Tout s'est bien passé. Dominique Rocheteau pourra rejoindre ses camarades stéphanois à l'entraînement dès le 20 juillet prochain. Enfin, Eddy Merckx, le Tour de France cette année, c'est sans doute fini. Le champion belge qui souffre de furoncle depuis le début du Tour d'Italie aurait décidé de renoncer au Tour de France. En fait, depuis quelques jours, il endure un véritable calvaire. Aujourd'hui, il a encore perdu 7 minutes dans la 20e étape du Giro, gagnée par l'Italien Conati. Des invitations comme cela,
300 000 Français en ont reçu. Expéditeur, le Parti communiste français. Georges Marchais convie ses destinataires à venir l'écouter ce soir à Lyon, dans quelques minutes à peine, au Palais des Congrès. Parmi ces invitations, ces tracts, 5000 lettres personnelles à tout le clergé de la région. Opération exceptionnelle, donc très voyante, et qui déjà fait grincer des dents. Et ce n'est pas la première fois. En 1936, Maurice Thorez, à Radio Paris, parlait déjà de cette fameuse main tendue aux chrétiens. En 1970, Georges Marchais disait lui-même à la Croix que communistes et catholiques pouvaient faire un petit bout de chemin ensemble. C'était comme aujourd'hui à la veille d'élections municipales, c'était comme aujourd'hui au lendemain d'un changement de cap. Devant un certain flottement de l'électorat, le PC éprouve le besoin de s'ouvrir encore, de s'expliquer à la base. Et s'il le fait, c'est qu'il est encouragé par un exemple très voyant, l'exemple italien. Mais peut-on faire en deçà des Alpes ce que l'on fait au-delà? Dossier Jean-Claude Darigo. Décembre 1975, 25e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Enrico Berlinguer, le leader du PC italien, prend la parole. Le communisme que nous voulons pour l'Italie, dit-il, c'est un communisme qui lui soit adapté. Enrico Berlinguer veut donc un socialisme à l'italienne. La réalité quotidienne en Italie, c'est la présence de l'Église, la présence du Vatican et d'un épiscopat qui a encore beaucoup d'influence sur le peuple. Pour le PC italien, donc, un impératif. Tendre la main aux chrétiens et tenter de les couper de l'autre parti fort, la démocratie chrétienne. L'invitation est nette. La réponse des évêques et du pape tombe aussitôt. Pas question de collaboration avec le communisme athée. En cas de désobéissance, l'excommunication. Les leaders catholiques italiens de gauche accusent le coup, mais ils continuent leur ouverture à gauche. Moi, je voterai pour le Parti communiste. Je ne sais pas si ce sera une bonne affaire pour eux. Je pense que de faire mon devoir de citoyen en votant pour le Parti communiste. Le Parti communiste, c'est un chemin pour arriver à une démocratie participée et dans laquelle il y a une liberté pour tout le monde. Et là où il y a la liberté pour tout le monde, il y aura la liberté aussi pour l'Église. La question de la liberté de l'Église, c'est une fausse question. Il y a la question de la liberté du peuple, la liberté des travailleurs, la construction d'une démocratie participée. En France, Enrico Berlinguer rencontre Georges Marchais, partisan lui aussi d'un socialisme tricolore, d'un communisme aux couleurs de la France. Comme en Italie, l'électorat français est en majorité de formation chrétienne. Ils se sentent encore concernés par la religion catholique et les prises de position des évêques. Alors, politique de la main tendue de Georges Marchais. Elle n'est pas la première tentative du genre. Comme vous le savez, depuis 1936, la main tendue par Maurice Thorez, le Parti communiste a toujours pris en compte l'existence dans notre pays de millions de chrétiens, de millions de travailleurs chrétiens. Et nous considérons que précisément aujourd'hui, alors que le problème du changement est posé, les conditions du rapprochement entre les communistes et les chrétiens sont de plus en plus favorables. Combattons ensemble pour la dignité de l'homme, voilà un discours que les chrétiens peuvent comprendre. Reste une question. Est-il possible d'adhérer à ce discours sans se jeter pieds et poings liés entre les mains du communisme? Nous avons une déclaration sur les libertés, et c'est en toutes lettres indiqué. Vous savez que les communistes, quand ils disent quelque chose, ils tiennent leurs engagements. Nous disons liberté d'association et développement d'associations, mais non seulement nous considérons que les associations, les églises en tant que telles, doivent pouvoir donner, contester, y compris le pouvoir politique. À Lyon, le cardinal Renard, le primat des Gaules, a pris position dans l'un de ses récents sermons. Chrétiens, attention, le pape est contre le communisme, il faut en tirer les conséquences pratiques. Je crois qu'on doit pouvoir dire qu'il existe une incompatibilité à un certain niveau doctrinal. D'habitude, on la situe en disant le chrétien est quelqu'un qui croit en Dieu, le marxiste, à cause même du matérialisme, est un athéisme. Mais je ne crois pas que ce soit seulement cela qui fasse l'incompatibilité, car si le croyant croit en Dieu, il croit que l'homme a un rapport absolument fondamental et décisif avec Dieu. Et ceci a des effets sur la conception qu'il se fait de l'homme, de l'histoire, de la société et de la politique. Et par exemple, je crois qu'un marxiste sera toujours plus ou moins tenté de noyer l'homme dans la réalité sociale, dans les formations sociales ou dans l'histoire. Et les solutions politiques qu'il proposera seront marquées plus ou moins par cette optique.
Deux philosophies incompatibles, deux visions du monde totalement différentes, comment envisager un dialogue entre communistes et chrétiens? Sur le plan des idées, rien à faire. Mais il y a la vie. Et la vie, elle, met en relation tous les jours croyants et communistes. Parmi eux, un prêtre qui a choisi son camp. C'est l'un des 20 prêtres inscrits au Parti communiste français. J'ai décidé d'adhérer au Parti communiste français parce que, d'une part, ce qui m'est apparu de plus en plus, c'est que cet avenir de la foi dont je parlais dans le monde est lié à une transformation réelle de notre société. Car cette foi me paraît aujourd'hui, dans la société actuelle, profondément dépravée par les conditions objectives qui lui sont faites. Et d'autre part, et en même temps, parce que, au risque, bien entendu, de me tromper, le Parti communiste français m'est apparu comme l'organe politique qui est le plus capable d'opérer réellement ces transformations dans notre société. J'ai perçu dans les dernières années qu'au sein même du parti, lorsqu'il y avait des divergences doctrinales, vous n'hésitiez pas à éjecter les gens. Alors je me dis, marxisme peu tolérant à l'intérieur du parti, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'arranger avec une doctrine qui, elle, est bien spécifique, qui a un certain nombre de dogmes, qui est un théisme, alors que le communisme est un athéisme? Je crois que vous mélangez les choses, puisque nous considérons, nous, que l'État, demain, l'État démocratique n'aura pas de philosophie officielle. Nous sommes pour le pluralisme. Alors, cette politique de la main tendue, évolution radicale du communisme par rapport à la foi ou manœuvre électorale? Ce qu'est en train de faire M. Marchais, ce qu'il fait déjà depuis longtemps, cela rentre dans une stratégie électorale tout à fait précise. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut se situer. Premièrement, ce qu'il compte, c'est faire basculer du côté de l'actuelle opposition un certain nombre de minorités existantes, et parmi lesquelles les chrétiens sont en effet importants, ou un certain nombre de chrétiens. Mais deuxièmement, à l'intérieur même de l'actuelle opposition, c'est-à-dire à l'intérieur de la gauche, il y a un rapport de force. Et il est évident que le Parti communiste, et M. Marchais entre autres, désirent faire jouer ce rapport de force en faveur du Parti communiste, et c'est pourquoi il sollicite les chrétiens de venir du côté du PC plutôt que du côté du PS. Je crois que c'est en ces termes politiques qu'il faut comprendre, et stratégiques, qu'il faut comprendre les ouvertures de M. Marchais aux chrétiens de France. Quand le chrétien et le prêtre que vous êtes, en tant que communiste, lui dire viens donc chez moi, ça ne posera aucun problème, tu pourras jouir de toute liberté, quelle impression ça vous fait? Je ne réagis pas ni comme chrétien ni comme prêtre d'abord, mais comme citoyen. J'entends un homme d'un parti politique, j'ai la confiance limitée qu'un citoyen a, et un citoyen français en particulier a, à l'égard d'un homme d'un appareil politique, rien de plus. C'est bien pourquoi la hiérarchie de l'Église a refusé de se prononcer sur cette politique de la main tendue du Parti communiste et attend ce que Georges Marchais va dire dans 20 minutes aux chrétiens de Lyon. Un coup d'œil sur la météo. Les températures aujourd'hui ont été supportables, c'est vrai, elles ont baissé de 10 à 12 degrés à l'intérieur et de 4 à 6 degrés ailleurs. Le temps pour demain sera encore très ensoleillé et sec, quelques ondées sur les Alpes, des nuages près de la Manche et sur l'Aquitaine, des brouillards le matin. Voilà, avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous souhaite de passer une soirée comme vous les aimez. À demain, bonsoir. Si vous avez pris ce journal en marche, voici les principaux titres de l'actualité. Pierre Messmer interroge, l'objectif de notre défense a-t-il changé? Non, répond catégoriquement le ministre de la Défense. Procès Simeoni, réponse peut-être demain de Michel Poniatowski au président de la Cour de sûreté. Liban, 24 heures après l'avertissement soviétique, arrêt des combats. Un laboratoire pharmaceutique condamné par la Commission européenne, mais ce sont toujours les consommateurs qui paient la note. Dans quelques minutes à Lyon, Georges Marchais s'adresse aux chrétiens. Accepteront-ils cette main tendue? À 23h15, Gérard Rolls.